À 9h10, le voici, Jean-François Caron. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. En forme? Est-ce qu'il fait beau dans ton coin de pays? C'est pas pour vous écœurer, mais il fait 30 degrés aujourd'hui. Wow! Qu'est-ce que les gens font? Mangent de la crème glacée? Ils le font du roulis roulant? Hein? C'est quoi? Ouais, les gens sortent, ils en profitent. Hier, c'était une journée fériée parce que nous, le 7 mai, c'est ce qu'on appelle la journée non officielle des hommes. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ah, t'es pas sérieux? Ah non, on est pas au Québec, là. Non, c'est la journée du défenseur de la mère patrie. Donc, on célèbre les soldats. Puis demain, le 9 mai, c'est la journée de la victoire, le 80e anniversaire de la victoire soviétique. Là. Qui sera fêté par le Chinois et le Russe, le président Xi qui est arrivé en Russie, là. Oui, il va y avoir une trentaine de chefs d'État à Moscou pour la parade. Oui. Donc, ça va être gros. Puis, c'est le 80e anniversaire. Donc, c'est pour les Russes, puis ça a été le cas ici hier pour les Kazakhs, c'est vraiment la dernière chance qu'ils ont de célébrer les derniers vétérans qui sont encore en vie, parce que ces gars-là, ils sont centenaires, là. Tu sais, donc, c'était gros hier. Le défilé, c'était quelque chose, puis demain à Moscou, ça s'annonce big aussi. C'est triste parce que les États-Unis pourraient être présents. Tu sais, on a gagné cette guerre-là, les États-Unis et la Russie. Évidemment, après, c'est autre chose, je le sais. Mais c'est dommage qu'on en soit rendu là avec un collectif de nations, on va le dire, un peu whack. Là. Le Brésil, la Russie, la Chine, ils ont gagné contre les nazis. Je veux dire, de quoi parler, là? C'est un peu spécial pour vrai, là. Et là, la faute à qui et tout ça, c'est une conjoncture. Ouais. Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Trump? Évidemment, Poutine a ses enjeux. Puis Trump, d'ailleurs, trouve ça très difficile de négocier avec lui. Là. Ça ne vire pas du tout comme il pensait, là. Oui, c'est pas facile. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que ça mène à l'effacement de l'histoire. Tu sais, l'année dernière, c'était le 80e anniversaire des célébrations du débarquement de Normandie. Puis il n'y a aucun représentant russe qui a été invité. Puis là, vous allez avoir le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, puis il n'y aura aucun chef d'État occidentaux qui va être présent à Moscou. Fait que ça, à terme, ce que ça risque de créer comme situation, c'est qu'on va effacer l'histoire. Les gens vont se dire, du côté occidental, les gens vont se dire, c'est l'Occident qui a remporté la Seconde Guerre mondiale. Puis de mon côté de la planète, les gens vont continuer à dire, c'est l'Union soviétique et elle seule qui a réussi à vaincre l'Allemagne nazie. Alors que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, là. Mais c'est la conséquence de deux mondes qui se parlent plus depuis 3 ans. Ben déjà, Jeff, tu sais, la famille française que j'ai, moi, ils m'ont déjà passé le commentaire, là. Les Russes ont battu les nazis. Le cinéma américain a été inventé. Depuis ce temps-là, les Américains ont battu les nazis. L'Union soviétique, faut le dire, hein, ils ont perdu plus de 20 millions de personnes pendant les 4 ans de la guerre. Là. 20 millions. Stalingrad, Zhoukov, ça a été le point tournant. Mais à un moment donné, il faut le reconnaître. Il n'y a pas juste Pearl Harbor, il n'y a pas juste le débarquement de Normandie. Il y a l'ensemble de ces batailles-là. Mais très certainement que Zhoukov... Lorsqu'on regarde objectivement, c'est Zhoukov qui a battu Hitler. Là. Hitler. Appelez-le comme vous voulez. Là. Il y a des auditeurs qui vont dire « dis Hitler à la place. » Là. Hitler. Bon, tu vas t'en faire. C'est Zhoukov qui a gagné. Là. Écoute, quand les Soviétiques étaient aux portes de Berlin, au début de l'année 1945, les forces anglo-américaines n'avaient même pas encore franchi le Rhin. Ils étaient encore en France puis en Belgique, là. Tu sais, c'est les Soviétiques qui ont capturé Berlin, là. Sans l'Union soviétique, là, la guerre, elle se serait pas terminée de la même façon. En tout cas, elle aurait duré encore plusieurs autres années. Mais bon, tu sais, c'est quand on refuse de reconnaître un fait historique comme ça, graduellement, ça va disparaître des livres d'histoire. Puis quand on commence à oublier l'histoire, puis à la refabriquer, la refaçonner en fonction des intérêts du moment, là, ça va mener à toutes les formes de dérives possibles. Puis c'est malheureux, mais c'est dangereux. Tu avais le goût de nous parler de l'Alberta et de la souveraineté du Québec qui est fort improbable. D'ailleurs, t'as écrit, c'est ton dernier bouquin. Avant-dernier, tu ponds... c'est le dernier. C'est le dernier. C'est le dernier. Plonge, prof.
Ben c'est ça, écoute, le débat sur la souveraineté est relancé, hein, d'une part avec les nationalistes au Québec, avec le PQ qui non seulement en chicane avec le Bloc pour s'être montré ouvert à collaborer avec les libéraux de Carney, mais aussi pour oser rêver ouvertement un troisième référendum en 2027. Mais tu sais, la véritable menace, là, celle que le Canada doit prendre au sérieux, c'est pas les sparages péquistes, mais c'est la menace de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, dont la province va peut-être tenir un référendum dans un avenir rapproché. Est-ce du bluff? D'entrée de jeu, je veux te casser. C'est-tu du bluff? Moi, je pense que oui. On va voir dans un an. En tout cas, elle a ouvert la porte. On peut pas prévoir l'avenir. Elle a lancé une balloune comme ça pour voir quelle va être la réaction des gens dans la sphère publique. Puis s'il se dégage un nombre très significatif d'Albertains qui veulent aller de l'avant, ben, elle n'aura pas le choix de suivre la vague. Mais s'il se rend compte dans 3-4 mois que tu as juste 5 ou 10 % des Albertains qui sont prêts éventuellement à voter oui à un référendum sur la souveraineté, c'est sûr qu'elle va reculer. Ouais, c'est risqué un peu, tu sais, avec le recul et en y réfléchissant. Il veut bâtir un rapport de force contre Carney. On l'appuie, très certainement, on l'aime, Daniel, qui on devait parler, en fait, hier. Mais vous comprendrez qu'hier, elle était en appel téléphonique avec Carney, qui a fait un appel conférence avec tous les PM. Donc, ça va être remis la semaine prochaine, me dit-on, du côté de son bureau. Mais elle, si ça lève pas, elle, à ce moment-là, ça vient d'éteindre son feu, là. Elle veut mettre du bois dans le poêle pour mettre de la pression, tu comprends? C'est qui est double un peu, là. C'est ça, elle va devoir reculer, mais si on se rend compte que dans les sondages des prochaines semaines, des prochains mois, tu aurais un 40 % d'Albertains qui seraient prêts à voter oui. Oups, là, le rapport de force, c'est elle qui va l'avoir, puis ça va être dans son intérêt de continuer à pousser. Mais bon, on va le voir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais tu sais, ça, c'est la véritable menace, parce que, tu sais, si le Canada peut survivre avec un Québec indépendant qui, on doit le rappeler, là, pompe 50 % des versements de la péréquation, ça pourrait pas en être autant avec le départ de l'Alberta, puis peut-être éventuellement de la Saskatchewan. C'est les deux provinces canadiennes qui génèrent la richesse collective du pays. Le Québec au complet deviendrait une bouchée généreuse. Ben c'est ça, tu sais. Ces provinces-là, ils en venaient à faire sécession, le modèle canadien s'effondrerait du jour au lendemain. Adios les garderies subventionnées, l'assurance médicaments, puis les autres programmes étatistes. Garderie à 150 $ par jour, quinte-toi. C'est ça, c'est... L'Alberta et la Saskatchewan quittent le Canada, c'est fini la pension alimentaire, là. Puis les Canadiens, ils ont fait une erreur en élisant Carney, parce qu'à l'heure actuelle, le Canada, on s'en rend pas compte, là, parce que, tu sais, les électeurs puis les médias, c'est dans l'immédiat, le moment présent. Mais ce que le Canada a besoin, c'est pas d'un économiste, mais d'un politicien habile qui va être en mesure de négocier avec toutes les provinces afin de trouver une manière de les rallier autour d'un projet de diversification de l'économie du pays qui se fera pas sur le dos des uns et des autres, mais qui va en même temps être en mesure de reconnaître la contribution de l'Ouest au Canada de demain. Puis ça veut dire qu'il va falloir rééquilibrer les décisions afin qu'elles se fassent un peu moins en fonction des intérêts de l'Ontario et du Québec. Mais Carney, il connaît absolument rien à cette game-là. Puis son parti a été rayé de la carte à l'ouest de Winnipeg. Complètement. Fait que pour un autre 4 ans, les priorités de l'Ouest vont pas être prises en compte autour de la table du cabinet. C'est ce qui risque d'arriver. 4 années qui vont s'ajouter aux 10 dernières sous Trudeau. Puis tu sais, comme les appuis des libéraux sont concentrés en Ontario puis au Québec, pourquoi est-ce que Carney irait se faire harakiri en prenant des décisions qui seraient soudainement favorables à l'Ouest et inévitablement ce qui se ferait au prix de ses appuis électoraux? Il essaie de se donner une belle jambe en faisant son petit meeting à Saskatoon, le 2 juin, mais ça sera passé, là. Comme on dit, action speaks louder than words. Voilà. Si t'aimes ta femme, invite-la à souper. Si t'aimes ta femme, donne-y des fleurs. Ce qu'on voit d'ailleurs sur ton Facebook. Ce que tu fais très bien. Ben oui. Tout ça pour dire que le Canada est vraiment mal barré avec Carney comme premier ministre puis les libéraux encore au pouvoir pour peut-être encore 4 ans. Ces gens-là ont absolument aucune sensibilité à l'égard des demandes de l'Ouest. Puis à un moment donné, là, les gens dans l'Ouest, ils vont se tanner, ils risquent de tirer la plug. Puis si c'est le cas, c'est fini la pension alimentaire, là. Comment est-ce que le Canada, l'existence même du Canada repose sur l'existence de programmes sociaux. Tu sais, je l'ai déjà expliqué, c'est ça qui vient donner, sur le plan psychologique, le sentiment d'être canadien. Ça repose sur des politiques sociales qui sont différentes de celles des États-Unis. Un chèque pas une couronne. Un tiroir insignifiant puis un chèque. Ouais, mais ces politiques-là sont possibles
uniquement parce qu'il y a de la richesse qui est générée dans l'ouest du pays. Mais si ces provinces-là s'en vont, c'est fini, là, l'étatisme là, canadien puis le modèle social québécois. Donc, je veux t'entendre sur le roi. C'est ça pareil aussi. Là. Tu dis l'existence, ça tient au partage du cash, donc les have, done ou have not. Mais l'histoire, la patente du roi, là, hein, nous autres, on est indépendants, on a un roi. Ouais, puis ça envoie le message qu'on est une colonie. Là. C'est un peu spécial ce qu'on va vivre au cours des prochains jours. Là. Ben oui, c'est ça. Psychologiquement, ça envoie l'idée qu'on est une colonie. Soumis. Ça faisait peut-être du sens dans les années 50, quand tu n'avais pas énormément d'immigration encore au Canada, donc tu avais 75% de la population canadienne, qui était pour la plupart d'origine britannique. Donc ces gens-là continuaient à s'identifier à la couronne britannique. Tu sais, Diefenbaker, lorsque Lester B. Pearson a changé le drapeau canadien, lorsque a créé l'unifolié, puis ils ont baissé là, du mât de la tour centrale, la tour du Parlement, le drapeau canadien qui avait l'Union Jack dessus. Diefenbaker a versé une larme, là. T'sais, pour lui, là, c'était un drame, là. Donc, ça faisait du sens dans les années 50 d'inviter la reine à l'époque ou d'inviter le roi aujourd'hui. Mais en 2025, là, vous avez une majorité de la population canadienne qui est ni d'origine française ou du Québec, puis ni d'origine britannique. Moi, j'aimerais ça lui poser une question aussi. Il est là. Il parle français, hein? Comment il va, Andrew? Parle-nous de ton petit gars. Ton frérot. Ton frère, pardon. Parle-nous de ton frère. Qui collectionne les toutous sur son lit comme un enfant de 5 ans. C'est un gars assez spécial. Wacko, ça. En tout cas, oui. Ben, tu sais, au moins, le roi Charles parle mieux français que la gouverneure générale. Ah, ça, c'est sûr. Fait que c'est une mince consolation. Tu sais, il va mieux représenter le caractère bilingue du pays que sa représentante au Canada. En une minute, t'en as pensé quoi, Trump... Carney quand même, en une minute. Écoute, si c'est ça que les électeurs canadiens voulaient, en se disant, bon, ben, il est allé à la Maison-Blanche, puis une discussion de 30 minutes, Carney n'a parlé que 3 minutes, mais il a rappelé que le Canada ne deviendrait jamais le 51e État, là. T'sais, on se rend compte, les médias, ils donnent des notes quasi parfaites à Carney simplement pour avoir dit ça. Tu sais, quand on est dans la complaisance à outrance, il n'y a pas meilleur exemple que ça. Mais moi, j'ai envie de poser la question. Les sanctions commerciales, est-ce qu'elles ont été levées? Est-ce que Zéro. tout est réglé? Il ne veut rien savoir. Est-ce qu'il y a un nouvel accord de libre-échange qui va être signé dans les prochains jours? Non. Mais dans l'esprit des gens, là, Carney a fait ce à quoi, la raison pour laquelle on l'a élu, il a rappelé à Trump que le Canada ne deviendrait pas le 51e État. C'est pathétique, là, la sphère politique canadienne. Là. Il n'y a absolument rien qui a été réglé. Là. Les problèmes vont continuer avec les États-Unis. On n'est rien, Jean-François. On n'est rien. Non, on n'est rien. Mais le gros défi de Carney, ça va être de maintenir l'unité canadienne en étant dans un contexte où il va devoir diversifier l'économie canadienne. On en parle depuis 50 ans, ça n'a jamais été fait par ses prédécesseurs. Là, c'est son gros défi. Puis honnêtement, comme je disais, le Canada, ce défi-là, ça ne requiert pas un économiste qui n'a pas vécu au Canada depuis 10 ans, qui n'a absolument aucune sensibilité pour la politique canadienne. Ce que le Canada aurait besoin en ce moment, c'est d'un Stephen Harper, d'un Brian Mulroney. C'est un vrai politicien qui est en mesure de séduire. Ouais. Pas un petit monsieur gris, là? Ben non, puis de savoir quand est-ce que c'est le temps de faire des compromis, des concessions avec les uns et les autres. C'est ça que le Canada a besoin en ce moment. Exact. Pas d'un économiste. Monsieur Jean-François Caron, vous êtes salué. Merci. Bon week-end. Bonne journée.